Et dans l'actualité politique, l'émiettement de la gauche chez les Verts. Yannick Jadot vient d'être désigné candidat à la présidentielle. À la gauche de la gauche, Jean-Luc Mélenchon n'obtient pas l'aval des cadres du Parti communiste. Au PS, les doutes sont toujours aussi importants sur la légitimité d'une candidature de François Hollande. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron continue de se préparer et de marcher. Sacré paysage à gauche, on en parle avec nos invités ce soir. Maud Vergnol, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, éditorialiste à l'Humanité. Avec nous également Christelle Bertrand. Bonsoir. Journaliste politique auprès du site d'information Atlantico. Hélène Pilichowski nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique. Et face à vous, Frédéric Dabi. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFAP. Alors, mesdames, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, on va revenir justement sur ce paysage à gauche, émietté, fragmenté. On voit tout cela avec Stéphane Amalian. La gauche avance, mais en ordre dispersé pour la présidentielle. Du côté du Parti socialiste, les tensions se cristallisent autour de la candidature toujours hypothétique de François Hollande. Le chef de l'État, fragilisé par les révélations des journalistes du Monde, doit faire face aux critiques dans son propre camp. Certains ministres, et non des moindres, envisagent même une candidature valse pour 2017. Le dernier en date, Jean-Yves Le Drian, ministre fidèle au président, considère le Premier ministre comme candidat naturel si François Hollande n'y va pas. Plus à gauche, le Parti communiste ne devrait pas soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. L'appel de Pierre Laurent n'a pas été entendu par la direction du parti. Une décision qui devrait diviser un peu plus les voix de la gauche lors du premier tour de la présidentielle. Mais pas de quoi décourager le leader de la France Insoumise qui est candidat déclaré depuis plus d'un an. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot remporte la primaire. Son objectif, construire les victoires aux législatives et aux municipales et défendre une nouvelle écologie politique. Mais ce sera sans alliance avec le PS. Voilà, et c'est la dernière information, puisque ce soir, du côté d'Europe Écologie Les Verts, eh bien, il y a donc le candidat écologiste pour la présidentielle, Yannick Jadot. On ne va pas jouer au jeu des pronostics, Frédéric Dabi, mais les dernières candidatures vertes n'ont pas fait des étincelles au présidentiel. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Oui, elles ont pâti du réflexe de vote utile en faveur du Parti socialiste en 2007 et surtout en 2012. Le dernier score important pour un candidat vert à l'époque, c'était Noël Mamère en 2002, dans un contexte un peu comme celui-là, de dispersion extrême des forces de gauche. Et Noël Mamère avait obtenu 5%. Là, ce qui frappe quand on voit votre reportage, c'est qu'on est en continuité parfaite avec les scrutins intermédiaires du quinquennat de François Hollande. Cette division, cette dispersion, nous l'avons eu, la gauche l'a eu aux élections départementales où il n'y a pas eu un canton ou presque en France où la gauche a été unie, aux élections régionales où dans toutes les régions nous avons eu des listes socialistes, des listes front de gauche, des listes partis de gauche parfois, des listes Europe Écologie Les Verts. Donc la présidentielle s'inscrit en continuité parfaite avec cette fois-ci un éclatement, une balkanisation, voire une implosion des forces de gauche qu'on n'a quasiment jamais vu sous la Ve République. On va entrer dans tous les détails. Hélène Pilichowski, quel est votre regard sur ce paysage émietté, une gauche façon puzzle? Bon, la gauche est en difficulté, mais il faut quand même remarquer que c'est pas propre à la France seulement, hein. Il y a un grand problème idéologique de la gauche face à la situation économique mondiale, donc ce qui est la mondialisation de l'économie. Donc c'est extrêmement difficile dans un pays d'organiser, si vous voulez, une politique de gauche concrète qui puisse répondre aux attentes des électeurs et aux espoirs que la gauche suscitait auparavant. Quand la gauche se compare, elle peut se consoler un peu. La gauche, c'était, mais rappelez-vous même de la campagne de François Hollande, à chaque fin de discours, la même phrase ponctuait ses discours, c'était « Je veux réenchanter le rêve ». Ça paraîtrait totalement ridicule aujourd'hui de prononcer ce type de phrase, si vous voulez. Donc il n'y a plus de rêve, il n'y a plus rien à distribuer, on le sait très bien, il y a des contraintes terribles, la marge de manœuvre des dirigeants est extrêmement restreinte aujourd'hui. Donc il n'y a plus ce rêve de gauche qui consistait à promettre le progrès social. Tout ça, c'est fini. Donc c'est extrêmement compliqué. S'ajoute à ça, bon, les difficultés connues par le président lui-même. Ça, on va en parler. Les difficultés de sa majorité. Donc la gauche s'est émiettée. Il y a eu cette histoire des frondeurs, qui n'existait pas auparavant, si vous voulez. Donc il y a eu quand même cette fracture de la gauche au sein de sa propre majorité pendant son quinquennat. Ça, c'est compliqué aussi, si vous voulez. Et puis partout, maintenant, effectivement, vous avez une gauche. Je crois que c'est Manuel Valls qui a prononcé le mot de fragmentation. Si vous voulez, ça veut dire ça part en morceaux et il ne reste rien. On va parler en détail de tous ces fragments. Voilà. Mais d'abord, on va écouter les propos du candidat désigné chez Europe Écologie Les Verts qui lui appelle au rassemblement au moins de sa famille. Yannick Jadot ce soir. Pendant la primaire, j'ai répété ma volonté de rassembler toutes les familles de l'écologie. Je veux poursuivre cette dynamique. C'est unie, ouverte, en regardant vers le grand large
et les pieds sur terre que l'écologie sera conquérante. Je veux m'adresser ce soir et tout au long de la campagne à celles et ceux qui agissent tous les jours pour la protection de l'environnement et pour une société plus juste. À celles et ceux qui aimeraient agir, mais qui n'en ont pas les moyens ou ne savent pas comment faire. À celles et ceux qui ont pu être déçus par Europe Écologie Les Verts. Je suis déterminé à ce que cette campagne soit aussi la vôtre, que vous puissiez pleinement y participer, qu'elle ouvre une nouvelle page de l'écologie dans notre pays. Maud Vergnol, il est dans son rôle, Yannick Jadot, mais est-ce que vous considérez que c'est une candidature de témoignage, au fond, vu la difficulté, c'est même un chemin de croix, il faut qu'il ait les 500 parrainages, et puis comment va-t-il peser sur l'élection présidentielle ? Ça, sur la candidature de témoignage, c'est lui-même qui l'a dit, je crois même pas à demi-mot. Donc effectivement, c'est un risque pour son parti. Moi, ce que je pense sur Europe Écologie Les Verts, la difficulté qu'ils vont avoir, surtout au-delà des stratégies d'alliance, c'est l'espace politique. L'espace politique qu'ils n'ont plus tellement. Quand on voit sur l'espace politique écologiste à gauche, aujourd'hui, il me semble que pour une majorité de citoyens qui sont un peu soucieux des questions d'environnement, Jean-Luc Mélenchon est en train d'incarner ça. Il leur a mangé la laine sur le dos. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout il a cas, essayé. en tout cas, les enjeux écologiques sont dans le squelette programmatique de la France insoumise. Après, on peut saluer le fait qu'enfin, il y a des candidats à gauche qui rentrent en campagne, parce que juste un mot sur le paysage politique qu'on évoquait précédemment, ce qui est très inquiétant, moi, me semble-t-il, c'est que jusqu'à maintenant, la droite monopolisait complètement, avec les primaires, c'était aussi l'intérêt de leur calendrier, monopolisait complètement le débat public. Or, on sait que voilà, une campagne électorale se gagne aussi sur une victoire idéologique avant les élections. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est la droite et l'extrême droite qui imposent leur thématique. C'est une réalité. Dans le débat public, ce qui est très inquiétant. Voilà. Christelle Bertrand, vous n'avez pas l'air d'accord, vous nous direz pourquoi, Hélène Pilichowski. Sur l'espace politique, moi je pense au contraire qu'ils l'ont parce que les questions d'environnement sont devenues extrêmement importantes. Je pense que les électeurs y sont sensibles de plus en plus. Leur problème pour moi, c'est la crédibilité. Chez les Verts, même s'ils sont sensibles à l'écologie. Et je pense que Cécile Duflot a une part de responsabilité énorme. C'est-à-dire quand on voit une ministre qui quitte un gouvernement au moment où on lui propose le ministère de l'environnement, ça pose un vrai problème de crédibilité. À quoi servent les Verts? Quels sont leurs engagements politiques? Quelles sont leurs convictions? Quelles sont leurs priorités? C'est cette question-là qui a été finalement tranchée dans le vote un peu sanglant du premier tour, où Cécile Duflot a été éliminée contre toute attente. Et aujourd'hui, la mission de Yannick Jadot va être extrêmement compliquée de rendre ce parti à nouveau crédible, à nouveau audible, et puis de le rassembler, parce que derrière, il y a des tensions humaines absolument extrêmement importante. Frédéric Dabi. Oui, je partage complètement ce qui vient d'être dit. C'est vrai que l'articulation, le défi pour Yannick Jadot, ça sera une articulation entre la gestion de cet exercice du pouvoir par Europe Écologie Les Verts. Je rappellerai, vous l'avez dit, que lorsque les Verts quittent le gouvernement au lendemain des élections municipales, une énorme majorité, on dépasse les 80, les 90% de sympathisants Europe Écologie Les Verts souhaitent le maintien au gouvernement. Et Cécile Duflot a payé auprès des militants sa participation au gouvernement et auprès des sympathisants qui ont pu voter son départ. Donc elle a perdu sur le tableau. Ce qu'il faut dire aussi, mais là ça paraît tellement loin, mais ça date d'il y a à peine 6 mois. On se souvient des velléités de l'entourage élyséen et de François Hollande de débrancher une candidature Europe Écologie Les Verts. Ça paraît loin compte tenu de la situation quasi désespérée de François Hollande, mais ça, il n'a pas réussi. Et la vraie différence, si on se réfère à ce qui se passait en 2011, où le Nicolas Sarkozy, plutôt impopulaire, avait réussi à débrancher toutes les candidatures alternatives à droite, Jean-Louis Borloo ou au centre, Hervé Morin, Christine Boutin, là, on est dans un paysage complètement contraire où il y a de plus en plus de candidatures. On parle d'une candidature d'un candidat du Parti communiste également. On va parler maintenant de la gauche et également des socialistes. Hélène Pilichowski, encore un mot sur le paysage. On va écouter à ce sujet la réaction de l'ex-ministre Nicole Bricq, aujourd'hui soutien d'Emmanuel Macron. La gauche unie, nous n'en parlons plus. La gauche plurielle a fait son temps. Je crois qu'il faut à la France une gauche ouverte. Et Emmanuel Macron renouvelle profondément l'offre politique. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de renouveler le corpus idéologique de la gauche. On est dans une transformation du monde formidable et avec beaucoup de risques. Donc il faut
un personnel politique qui soit capable d'aborder ces défis. Et je suis persuadée que l'élection présidentielle ne se remet pas à 2022. C'est maintenant qu'il faut défendre ces idées. Bye bye la gauche unie, bonjour la gauche ouverte et Nicole Bricq, incarnée par qui? Par Emmanuel Macron, selon elle. Est-ce que c'est en changeant les personnalités qu'on va rassembler la gauche? Il faut les deux. Il faut les deux parce que la crise, si vous voulez, que connaît aujourd'hui la vie politique française est due à deux phénomènes. Il y a effectivement un scepticisme à l'égard des idées classiques de la gauche, à l'égard du catéchisme marxiste. Ça paraît enterré. Ce qui se passe au Parti communiste le montre, si vous voulez. Et puis, il y a aussi une grande méfiance et une grande déception à l'égard du personnel politique. C'est-à-dire que les dirigeants ne cessent de décevoir l'électorat. À tort ou à raison, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une mode qui consiste maintenant à démolir les dirigeants politiques, à peine sont-ils élus, si tu veux, à travers des instituts de sondage qui ne cessent de harceler l'opinion, si vous voulez. Arrêtez d'harceler l'opinion, en leur disant, mais est-ce que vous l'aimez encore? Est-ce que vous... Attention, il est à moins 4, le président est à moins 4, il est à moins 3, etc. Bientôt, il va avoir une cote de popularité négative. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même une espèce de mode qui consiste à ce qu'on appelle le Hollande bashing aujourd'hui. C'était la même chose. Peut-être aussi le quinquennat, le temps médiatique et politique. L'instabilité des idées, la multiplication des médias, si vous voulez, de l'offre médiatique qui est devenue terrifiante. Donc il faut alimenter cette offre médiatique. Il faut bien trouver des scoops, il faut bien trouver des sondages qui sont regardés, même la presse écrite. Regardez le JDD, si elle n'a pas son sondage de dimanche, on a l'impression que le JDD n'a plus rien. Il n'avait pas dimanche dernier, là, non oui. D'ailleurs, ça nous a étonnés. Donc voilà, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'il y a cette mode, mais je crois que Nicole Bricq a parfaitement raison. Alors pour l'instant, on n'entend pas Emmanuel Macron. Alors c'est étonnant de voir que tous les espoirs se focalisent sur Emmanuel Macron, qui est particulièrement silencieux, mais moi je pense qu'il va sortir du bois. Alors elle parle de la gauche unie. Certains pensent la gauche unie derrière aussi. La gauche unie dans les médias, c'est fini, ça, pour l'instant. Oui, la gauche ouverte, dit-elle. Vous avez raison. Peut-être oui. Derrière Jean-Luc Mélenchon, Maud Vergnaud, expliquez-nous comment vous analysez ce week-end le vote du Parti communiste, en tous les cas des cadres du parti, de ne pas soutenir Jean-Luc Mélenchon. Alors d'abord, on entend souvent les cadres. C'était pas que les cadres. C'est une conférence nationale où il y avait des délégués des départements. Très bien, mais pas de militants en tous les cas. Ça sera aussi des militants. Des militants. Il n'y aura pas une seconde étape où les militants. Bien sûr. Déjà, la première chose à dire, c'est que c'est un premier vote. C'est une indication, je ne le nie pas, mais que c'est les communistes qui vont trancher d'ici quelques semaines. La deuxième chose, je pense qu'il y a quand même aussi très importante à rappeler, et quand on a suivi les travaux, ça frappe quand même, c'est que quel que soit, je les ai suivis pour mon journal. Pour l'humanité. Quel que soit le choix qui a été fait, soit d'un soutien d'une candidature à Mélenchon, soit d'une candidature communiste qui puisse déboucher sur une candidature de rassemblement, c'est cet attachement commun à ce que leur organisation, ils se mettent au service du collectif face aux dangers que représentent la droite et l'extrême droite. On a du mal à voir le collectif. Et alors justement, et donc précisément, vraiment, cet attachement-là, personne ne l'a noté, mais il y a quand même une conférence nationale qui vote à plus de 90% sur une stratégie de rassemblement, ce qui n'a pas toujours été le cas au sein du Parti communiste. Est-ce que c'est un camouflet pour Pierre Laurent ? Non, je pense que c'est pas un camouflet pour Pierre Laurent. Vous savez, c'est assez drôle. On reproche depuis des années au Parti communiste d'être un parti stalinien avec le culte du chef. Le Parti communiste, c'est un parti démocratique. Pierre Laurent a donné sa préférence. Il y a un premier vote qui a été assez ric-rac, qui n'est pas allé dans ce sens-là. Tant mieux. Ça veut dire que c'est un parti qui débat. Vous partagez cette analyse, cette manière de voir les choses à l'intérieur du Parti communiste ? J'ai le sentiment qu'il garde de fer au feu. C'est-à-dire que Pierre Laurent a effectivement annoncé qu'il souhaitait un soutien à Jean-Luc Mélenchon. Olivier d'Artigol lui dit finalement, laissons les choses ouvertes et voyons ce qui ressort de la primaire PS. Et si jamais c'était Arnaud Montebourg, on pourrait réfléchir à un soutien. Et donc, lui, son option, c'était plutôt avoir un candidat communiste dont on ne lance pas la campagne immédiatement. On attend le résultat de la primaire du PS pour savoir si on le maintient ou si on s'efface devant Arnaud Montebourg. Et c'est un des axes forts de la campagne d'Arnaud Montebourg de dire « je suis le candidat qui pourra faire le rassemblement de la gauche, de toutes les gauches, discuter avec le Parti communiste. Jean-Luc Mélenchon sera bien obligé de s'effacer devant moi parce que je serai le mieux placé, parce que le PS n'ira évidemment pas voter pour Jean-Luc Mélenchon. En revanche, on peut espérer qu'il vote pour moi. » Et il travaille énormément là-dessus.
Et une partie de ces espoirs Attendez, repose là-dessus. est-ce que vous avez beaucoup entendu sur les lèvres des militants, des cadres et des délégués le nom d'Arnaud Montebourg samedi? Pas une fois, je crois. Pas une fois, je vais vous décevoir. Alors il entend des voix, c'est pas possible. Non, pas une fois. J'espère ne pas me tromper, mais j'ai pas ce souvenir-là. Par contre, sur vraiment. Pierre Laurent dit quand même, oui. si Arnaud Montebourg était élu candidat du PS, la moindre des choses serait de discuter avec lui. Oui, mais il laisse les portes ouvertes. Oui, tout Encore à une fait. fois, ce qui est quand même intéressant, c'est que tous sont unanimes sur le fait qu'ils mettront leur parti à disposition du rassemblement qui puisse éviter le désastre de la droite et de l'extrême droite. À partir de là, bien sûr, il y a le nom du candidat qui divise. Et effectivement, le nom de Jean-Luc Mélenchon divise. Le nom de Jean-Luc Mélenchon, il divise parce que les conditions n'ont pas été créées pour qu'il y ait une candidature de rassemblement comme en 2012 avec quand même la dynamique du front de gauche qui s'est créée. Et Jean-Luc Mélenchon, pour plein de raisons, les communistes n'ont pas tellement été aidés à faire ce qu'il cas. avalerait le Mélenchon Parti a communiste plutôt tout cru. détruit la stratégie du Front de gauche, puisqu'il s'est déclaré sans même prévenir Pierre Laurent. Et ce qui s'est passé, c'est un épisode supplémentaire des tensions entre Parti de gauche et Parti communiste français. Rappelez-vous, aux élections municipales, quasiment des insultes vis-à-vis de Pierre Laurent sur le fait, par exemple, à Paris, que les communistes se rassemblent derrière Anne Hidalgo. Il y a eu toute une série de choses. Le souvenir assez douloureux chez les adhérents et chez les leaders communistes de la campagne des législatives de 2012. On ne peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon, en allant défier Marine Le Pen à Hénin-Beaumont et renvoyer l'ascenseur vis-à-vis du Parti communiste français qui a perdu quelques députés à quelques cinquantaines de voix qu'il aurait pu gagner si Jean-Luc Mélenchon avait fait du service après-vente. On est quand même sur un épisode supplémentaire de ces tensions fortes entre Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, entre le Parti de gauche et le Parti communiste français. Mais vous avez raison, et je pense justement qu'il y a une majorité de communistes qui souhaitent le rassemblement, qui pensent qu'au vu de ce que vous évoquez, Jean-Luc Mélenchon ne peut plus incarner ce rassemblement. Et je pense que ce vote, vous me posiez la question, il s'explique en grande partie là-dessus, Il effectivement. y a quand même une question parce que vous dites la majorité des communistes. Hélène Pilichowski, que représente-t-il ce Parti communiste aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un parti résiduel qui parle de sa puissance d'antan? Le Parti communiste aujourd'hui, moi je comprends très bien que vous mettiez en avant la stratégie de rassemblement, mais c'est surtout l'opération SOS sauvetage. C'est-à-dire le Parti communiste ne souhaite pas disparaître et mourir de sa belle mort dans le giron de... embêtant pour un Ben, parti bien sûr, politique. mais c'est le risque quand même, vous savez très bien. Et Jean-Luc Mélenchon l'a très bien fait sentir. N'a pas particulièrement bien traité le Parti communiste au moment de leur union ensemble dans le front de gauche, c'est bien évident. Et ce qui menace le Parti communiste, qui n'a cessé de perdre des adhérents et de perdre des élus et des parlementaires aussi après 2012. Donc le Parti communiste qui se voit rétrécir et qui se dit si encore une fois on va sous la bannière de Jean-Luc Mélenchon, on va encore perdre des plumes, c'est évident. Et il y a donc déjà ça, bon, pour la présidentielle, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et puis après, il y a toute la stratégie pour les investitures et c'est effectivement garder quelques sièges à l'Assemblée. Le Parti communiste est un parti qui est aussi un parti d'élus, si vous voulez, qui est présent dans les municipalités. Et qui veut le rester, qui a énormément d'élus dans les municipalités, plusieurs milliers, je crois, dans les conseils municipaux. Bon, très bien, il faudrait bien encore garder quelques sièges au Parlement. Et donc, ça, que ce soit d'ailleurs, alors, avec Jean-Luc Mélenchon qui fait sa candidature tout seul, loin du PS, c'est vrai que peut-être il a plus d'intérêt avec Arnaud Montebourg. Si d'aventure il gagnait la primaire du PS et du PS de gouvernement, à ce moment-là, ça serait un excellent partenaire. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, l'horloge tourne, tic-tac pour François Hollande et la légitimité de sa candidature est fortement remise en cause, y compris dans son camp. Et puis il y a une phrase du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Venant de lui, c'est vraiment important. Il ne nous a pas habitués aux petites phrases. On va l'écouter. C'était dimanche, hier, sur Europe 1. On l'a transformé. C'était important d'écouter vraiment ses propos dans leur intégralité pour comprendre qu'il dit d'abord que, évidemment, Manuel Valls n'ira pas contre François Hollande, mais que si le président ne se présente pas, eh bien, il est naturel, Frédéric Dabi, que ce soit finalement Manuel Valls qui soit candidat. Mais comment vous analysez tout cela? Est-ce qu'il y a une stratégie des coups de boutoir comme ça pour, pousser cet impeachment, comme on dit, pour François Hollande? Alors, ça y ressemble. Alors, c'est vrai que vous avez eu l'honnêteté de montrer l'ensemble du propos. Donc, on est vraiment sur d'abord une légitimité présidentielle qui est même intériorisée par les Français. Quand dans une enquête, Hélène, du journal du dimanche, il y a quelques semaines, 86% des Français ne souhaitent pas que François Hollande soit candidat à la présidentielle.
les mêmes Français à 73 ou 74% disent qu'ils pronostiquent qu'il sera candidat. Parce qu'il y a cette légitimité sous la Ve République que le président doit venir défendre son mandat et en solliciter un deuxième. Pour autant, j'ai envie de dire que le roi est nu, ou presque nu, compte tenu de sa situation extrêmement compliquée. D'abord, et c'est le thème de notre émission, ce paysage politique à gauche complètement éclaté. François Hollande est minoritaire à gauche. Il a à peine un tiers de satisfait chez les sympathisants de gauche. Il a 2 tiers de désapprobation dans son électorat du 22 avril 2012. Et c'est vrai que le livre a eu un effet catalyseur. Le livre de Davet et l'homme, un président ne devrait pas dire ça, a eu un effet catalyseur car ça a, enraciné des doutes très profonds qu'avaient les Français sur l'incarnation de la fonction par François Hollande. Ceci, mêlé avec l'absence de résultats, notamment sur le plan de la lutte contre le chômage, rend sa victoire, aujourd'hui on peut le dire quasi impossible, sa qualification pour le second tour extrêmement compliqué. Pas un sondage de l'IFOP ou de ses confrères depuis 2 ans ne donne un second tour entre un candidat de gauche et le Front National, un candidat de gauche ou un candidat républicain. On voit très bien sa grande difficulté aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a cette logique institutionnelle que Jean-Yves Le Drian a très bien définie. Expliquez-nous, Christelle Bertrand, la stratégie des autres, des poids lourds aujourd'hui, socialistes notamment. Tous ou presque affirment que Manuel Valls est le candidat naturel, mais en attendant, Manuel Valls, il ne franchit pas le Rubicon. Il ne l'a pas franchi. Il a raison. Il a raison. Il ne faut pas qu'il apparaisse comme celui qui trahit. Il s'est inscrit dans une stratégie qui est une stratégie de fidélité envers François Hollande. Il continue à dire que si François Hollande se présente, lui n'ira pas. En même temps, on voit bien que son entourage met des petits coups, vous avez dit coups de boutoir, mais l'entourage de François Hollande aussi. Parce qu'on vous avez passé un extrait de l'interview de Jean-Yves Le Drian. Michel Sapin, quelques jours plus tôt, avait lui-même envisagé la possibilité que François Hollande ne se présente pas et a dit, dans ces cas-là, Manuel Valls sera le candidat naturel. Moi, j'ai le sentiment que l'entourage de François Hollande est en train presque de préparer le terrain face à un François Hollande qui, lui, imagine encore se présenter, mais eux ont lu le livre. Et qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Ce livre est une bombe à retardement, c'est ce qui se dit, ce que disent les Hollandais, c'est que dans le livre, François Hollande dit à peu près l'inverse de tout ce qu'il a fait depuis 5 ans. Je prends un seul exemple, Notre-Dame-des-Landes, c'est lui qui met en place le référendum, qui va en permettre la construction. Dans le livre, il dit « Je suis contre cet aéroport ». Et je ne vais pas multiplier sur l'immigration, absolument. Je ne vais pas multiplier les exemples. Et ils se disent, mais comment va se passer cette campagne où chaque jour, on va lui rappeler qu'il a fait ça alors que dans le livre, il a dit ça. Et il ne peut pas contester ce qui a été dit dans le livre puisque les propos ont été enregistrés. Et tout le monde commence à se dire, mais est-ce que cette campagne est possible ? Comment mener cette campagne avec ce Hélène livre Filichowski, lui, il croit, il fait le dos rond. On dit que c'est la stratégie de l'édorodon. Il attend, il laisse du temps au temps. Parce que bon, tout le monde a pu constater depuis le début du quinquennat qu'il a le cuir particulièrement tanné, si vous voulez, et qu'il est redoutable dans cette capacité d'encaisser les coups et d'attendre et de voir ce qui va et de regarder les pions se positionner autour de lui et de réfléchir toujours en même temps, si vous voulez, en se disant, si lui bouge comme ça, moi je ferais ça, etc. Il adore ça, il est très bon dans cet exercice-là, si vous voulez. Mais ce qui se passe, parce que vous parlez des difficultés de la campagne, mais il y a aussi les difficultés du quinquennat suivant, parce que même si d'aventure il arrivait à se faire élire en gagnant cette primaire de la gauche et en faisant que le candidat de la droite n'arrive pas au 2e tour, ce qui est quand même très peu probable, compte tenu de toutes les informations qu'on peut avoir par les sondages. Donc c'est clair, parce qu'on dit que François Hollande est minoritaire à gauche, mais le problème c'est que la gauche est minoritaire dans le pays aussi. Donc pour arriver au 2e tour dans le contexte actuel, pour François Hollande, c'est un double défi. Je vous fais remarquer. Bon, très bien. On donc l'avait remarqué, hein. Oui, voilà. Donc le quinquennat, non mais se faire élire, vous vous rendez compte, pour une fois arriver à l'Élysée, avoir au bout de 15 jours des sondages qui vont être terribles et qui vont, si vous voulez, rendre absolument impossible toute action sensée. Qu'est-ce qu'il va trouver en train de nous dire qu'il vaut mieux éviter l'humiliation. Ce que fait son entourage, c'est que je pense que j'ai entendu Julien Drey l'autre jour, qui est un de ses proches, qui a toujours été proche, mais qui a pris un peu d'importance aujourd'hui dans sa relation avec François Hollande et ce qu'il en relate sur les médias. Il y a plus grand monde, alors il occupe l'espace. Voilà, il a repris, il est remonté un peu, en odeur de sainteté, et il disait, il n'est pas suicidaire. C'est-à-dire qu'effectivement, François Hollande attendra jusqu'à la dernière minute pour savoir, parce qu'il croit toujours en ses chances.
puissance fait bien comme il est capable d'attendre le plus longtemps possible. Mais il n'est pas suicidaire. S'il est encore... Sauf que Maud Bergnol, oui, il y a cette stratégie de laisser, comme on dit, du temps au temps, mais plus le temps passe, plus on a l'impression qu'il y a de véritables stratégies d'exfiltration du président pour qu'il n'y aille pas quand même. Et là, on parle de poids lourd finalement. Cette idée que Manuel Valls pourrait être candidat, elle infuse aussi peut-être au sein de l'opinion publique. Ouais, je trouve que, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Depuis la sortie de ce livre, qui a quand même ouvert les vannes, on assiste à un espèce de spectacle de fin de règne qui est quand même assez affligeant et sordide. Tout le monde le lâche et tout le monde va le lâcher parce que... Il en reste. On peut compter les grognards. Il y a des généraux. Il ne va pas en rester beaucoup. Non, ce qui est quand même très inquiétant et ce qu'ils n'ont pas l'air tellement de réaliser, c'est que la gauche gouvernementale aura beau peut-être faire le choix de changer de visage, de choisir pourquoi pas Manuel Valls, il me semble qu'il sous-estime totalement le paysage dévasté chez les citoyens, chez le peuple de gauche. Dévasté par les trahisons du quinquennat. Je pense qu'il sous-estime totalement la gravité de la crise démocratique, la gravité de la crise de la représentation politique. Et qu'ils vont s'en rendre compte lors du prochain scrutin et que ça risque de faire mal. Frédéric Dabic, parce que beaucoup disent, d'accord, Manuel Valls, mais il est aussi comptable évidemment du bilan, il est le Premier ministre, il a été ministre de l'Intérieur, etc. Quelle différence finalement, à part la personnalité et le caractère ? La personnalité joue quand même, c'est-à-dire lui, on n'aura pas le soupçon de la main qui tremble, des tergiversations, mais je partage complètement ce que vous venez de dire et ça me rappelle une enquête de l'IFOP faite chaque année pour l'humanité sur l'identité de gauche. C'est vrai que la gauche est minoritaire dans le pays électoralement, mais lorsque dans cette enquête on interroge des Français sur leur positionnement sur un axe gauche-droite, ils sont presque 47-48% à se positionner très à gauche, au centre-gauche. Il y a un problème d'offre et il y a un problème de mobilisation électorale à chaque scrutin du quinquennat de François Hollande, à chaque scrutin intermédiaire, il y a eu une démobilisation de la gauche. La gauche est là, mais elle peine à se mobiliser car elle est très déçue. Dans cette même enquête, 3/4 des gens de gauche considèrent que la politique menée n'est pas une politique de gauche. Et là, la loi travail, même si elle tend à s'estomper maintenant qu'elle est passée, a joué un rôle assez dévastateur dans ce procès en illégitimité d'une politique de gauche. Et la question, c'est à qui cela profite ? Donc la gauche, vous l'avez dit, se divise, la droite et le centre sont occupés, Christelle Bertrand à leur primaire, et pendant ce temps, c'est un silence assourdissant. De qui ? De Marine Le Pen. Marine Le Pen, comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'elle attend ? Est-ce qu'elle n'a qu'à se baisser pour ramasser à l'appel les voix ? Elle serait inaudible aujourd'hui. Effectivement, comme vous le disiez, la droite est en pleine primaire avec ce débat formidable autour de François Bayrou. La gauche en pleine explosion. Elle serait inaudible, ça servirait à rien. Elle a raison de ne pas s'épuiser à ça, de ne pas ternir son image dans ces conflits-là. Donc effectivement, elle attend que les choses soient un petit peu fixées, de savoir qui sera le candidat de la droite à l'élection présidentielle, et la stratégie sera extrêmement différente si c'est Alain Juppé, si c'est Nicolas Sarkozy. Donc effectivement, l'année de Marine Le Pen, ce sera l'année 2017, pas avant. Et ce qui est frappant... Elle l'avait prévenu d'ailleurs, dès le début de l'année 2016, elle a dit « je ne parlerai... je serai extrêmement silencieuse durant toute l'année ». Elle travaille... Oui, je suis entièrement d'accord. Je voudrais quand même rajouter, je sais que ça va peut-être pas plaire à ma consoeur de gauche, mais que ce quinquennat, il lui a aussi déroulé le tapis rouge. Quand on voit la désespérance dans les milieux populaires qu'il a créé, qui voulait tourner la page du sarkozysme, qui a voté au deuxième tour pour François Hollande pour plus de justice sociale, quand on voit l'explosion des inégalités, ça a préparé le terrain à l'extrême droite. Et la question aujourd'hui, et c'est ça qui va être intéressant, déterminant, c'est qu'il suffira plus de dire attention, il y a l'extrême droite. Que les gens, ils ont compris que ce qui prépare le terrain de l'extrême droite et ce qui nourrit l'extrême droite, c'est de participer au débat idéologique dans les termes tels qu'il le pose, ce qui est bien un problème. Voilà. Et ce qui fait débat aussi, avec Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, on n'a pas évoqué tout à l'heure les désaccords de fond, mais qui fait aussi débat là-dessus. Et que la manière de combattre le Front National, c'est de redonner de l'espoir dans ce pays.
Voilà. Et il suffira plus de dire, et je pense qu'ils ne l'ont pas encore réalisé, il suffira plus de dire attention l'extrême droite. Les gens maintenant, je pense, sont au courant de la manière dont on combat l'extrême droite, c'est de redonner de l'espoir dans ce pays. D'ailleurs, l'extrême droite est toujours. Je ne sais pas ce qui devait me déplaire dans ce que vous venez de dire. Ah bon, ça va, il y a rien qui me déplaît. Il y a que le quinquennat de François Hollande a été Oui, sans doute, mais sur la gauche, je vous fais juste observer que le Front National a pris toujours des voix, et s'est toujours développé sous les gouvernements de gauche, malheureusement pour la gauche, malheureusement pour la France, sans doute, mais c'est un fait quand même. Oui, ça c'est certain. Et quand vous disiez tout à l'heure au début de l'émission que enfin on allait pouvoir parler un petit peu de la gauche parce que le paysage médiatique était mobilisé par la droite et l'extrême droite. Il se trouve que depuis les grandes vacances, on peut dire, depuis la rentrée, comme on dit chez les enfants, on n'a pas vu, ou quasiment pas vu, Marine Le Pen. Donc rien n'a été mobilisé par l'extrême droite. Les primaires à droite, c'est un silence assourdissant. C'est autour de ces idées que s'organisent les débats politiques. Hélène Pilichowski, Frédéric Dabi, les primaires à droite et à gauche, Marine Le Pen les décrit comme une sorte de bataille de chiffonniers qui contraste, dit-elle, avec le calme supposé du Front National. Est-ce que finalement le fait qu'il n'y ait pas de primaire au Front National montre que c'est un pôle de stabilité, de tranquillité apparent ? En tout cas, elle peut défendre cette idée, car le Front National est plutôt sur une logique en fait traditionnelle et où il y a un candidat naturel qui est le chef du parti, comme en fait à une époque Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste, était désigné candidat à la présidentielle, ou Jacques Chirac, ou François Mitterrand. C'est vrai que de ce point de vue-là, la primaire qui peut recéder des pièges, puisque dans une primaire entre des candidats relativement proches, il y a une double logique de surenchère, une logique de distinction, ce qui peut donner le spectacle de la division ou des affrontements. On l'a vu fortement lors du deuxième débat, et je pense qu'on le verra sans doute peut-être plus fortement lors de la primaire socialiste. De ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'elle est tort. Pour conclure, peut-être Christelle Bertrand, et mesdames, elle fait campagne sans faire campagne. Finalement, Marine Le Pen, elle se voit déjà qualifiée au second tour. Elle a raison. D'après ce que disent les sondages, elle a vraisemblablement raison. On y revient. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle a vraisemblablement raison de Il y a des Français qui... C'est qu'elle est présente à travers les sondages. Elle va avoir, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va avoir le même problème à résoudre que finalement les autres partis politiques. C'est qu'au Front National, effectivement, c'est moins visible puisqu'il n'y a pas de primaire, mais il y a aussi une querelle sur la ligne politique. Est-ce qu'on est sur la ligne de Florian Philippot? Elle n'a pas Est-ce encore qu'on est tranché sur la ligne de Marion Maréchal Le Pen? Moi, j'ai le sentiment que c'est pas encore tranché, qu'elle attend de voir aussi quels seront les candidats qui seront face à elle pour opter pour une des deux lignes et tenter d'en faire la synthèse, mais ça paraît compliqué, sachant que Marion Maréchal Le Pen est quand même extrêmement, elle, présente médiatiquement et ne manque pas une occasion de réimposer cette ligne traditionnelle du Front National qui marche fort bien dans le sud de la France. Marine Le Pen observe ce paysage, notamment à gauche, divisé, fragmenté, comme vous l'avez très bien décrit. Merci encore pour ce débat et cette analyse.